Merci à tous d'être venus. Merci à ceux qui sont spectateurs. Donc voici la troisième session de notre pitch feedback en collaboration avec HEC, l'incubateur HEC. Donc pour vous dire un petit peu, c'est Sealegals et l'incubateur HEC qui présentent ces sessions. En quelques mots, Sealegals, c'est une plateforme qui permet d'automatiser et générer toute la doc juridique liée aux opérations sur capital, donc levée de fonds, partage de capital avec les employés, BSPCE ou BSA. Et l'incubateur HEC, je pense que vous connaissez tous, c'est un incubateur à Station F, chez qui nous étions incubés pendant plus d'1 an et demi, au plus grand plaisir. Et on a beaucoup travaillé avec eux à Philadelphie pour justement faire des événements, des webinaires et essayer d'éduquer au maximum les entrepreneurs sur les sujets qui portent sur le capital et sa gestion. Donc maintenant, je vais laisser quand même le panel. Donc il y a Julien et Philadelphie se présenter. Et on a une troisième personne qui est là qui est David, qui sera aussi, on va pas dire le jury, mais le panel d'experts qui nous rejoindra dans 10 minutes. Mais bon, Julien, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Julien, je suis CEO chez Sealegals. J'ai un passé d'entrepreneur depuis 20 ans. Non, c'était ma première startup en 2002, à une époque où c'était bien plus difficile de lever des fonds, et d'angel investor également. Donc, j'ai fait un certain nombre d'investissement en business angel, en particulier avec le VC qui a accompagné ma première startup, qui est Laurent Lafille, qui était un VC qui avait pignon sur rue, qui est devenu full-time business angel, donc c'est un des gros angels au UK, et qui a décidé sur le tard, à 55 ans, de monter sa startup pour automatiser les processus juridiques parce qu'il en avait marre de renégocier le 50e markup de Pacte. Voilà, donc on a échangé les rôles. C'était lui le fondateur et moi j'étais angel investor dans Sealegals, que j'ai rejoint suite à la série A pour m'occuper des opérations. Merci Julien. Écoute, Philadelphie, tu veux te présenter aussi. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Philadelphie. Je suis un ancien entrepreneur. J'ai été accéléré comme Sealegals à l'incubateur HEC en 2017-2018 avec une société qui faisait de la téléconsultation médicale, qui a levé des fonds et que j'ai eu la chance de revendre fin 2018. Depuis 2 ans maintenant, je travaille pour l'incubateur HEC où mon job, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Et je suis également business angel à titre personnel sur mes heures perdues. Parfait. Merci. Et aussi, juste pour annoncer, on aura quelques pitchs en anglais. Donc, on va faire un peu de bilingue aujourd'hui. No worries. Parfait. Écoute, Jean-François, je te laisse la place. Donc, je vais être le maître du temps. Je vous dirai 1 minute avant la fin. Je dirai 1 minute left, 1 minute avant la fin. C'est pas pour être méchant, mais on va essayer de respecter le temps. Donc, voilà. Écoute, Jean-François, je te laisse partager ton écran. Et dès que tu me dis go, je lance le chrono. Donc, tu auras 5 minutes pour présenter et pitcher. Et ensuite, le panel aura 10 minutes pour challenger. Donc, je vais commencer à présenter et je dirai le mot magique que plus tard. Comme ça, le temps ne démarre pas. C'est très malin. C'est toujours ça. Oui, donc, alors, go. Donc, je suis Jean-François Leloco, je suis vétérinaire et je suis à l'origine d'une plateforme qui s'appelle Astuvette. Ce qu'on veut faire, nous, en fait, c'est digitaliser la consultation vétérinaire. Pourquoi on veut faire ça? En fait, c'est parce que la consultation a évolué, mais le vétérinaire reste un petit peu comme il y a 30 ans. Il explique avec des mots à des gens qui sont digitaux. Et nous, on veut reprendre cette relation-là parce qu'on s'aperçoit que c'est un endroit où il y a de la méconnaissance et il y a l'avènement en veto comme en humaine du célèbre docteur Google. Et docteur Google, c'est pas celui qui aide les professionnels, donc on veut se positionner là-dessus. À l'origine du projet, donc il y a moi, il y a mon épouse qui, elle, vient du digital, et il y a Stéphane Martin qui est aussi veto et qui a fait un MBA HEC, donc je le précise, grande école. On a depuis aussi plus d'une vingtaine de vétérinaires comme investisseurs, plusieurs business angels, et en France et aux États-Unis. Ce que l'on veut faire, en fait, c'est en mettre ce lien entre le vétérinaire et le propriétaire qui s'est un peu désuni, entre des vétérinaires qui n'ont pas le temps. Ce qui leur prend le plus de temps, c'est d'expliquer des choses parce qu'ils le font à l'ancienne à des gens qui ne regardent que leur téléphone et qui, du coup, ressortent un peu déçus et se retrouvent à aller chercher sur Internet des informations, rappellent le vétérinaire parce que ça ne va pas et ainsi de suite. Et donc, du coup, tout le monde perd du temps et on n'est pas efficient sur ça.
Et donc, nous, on veut travailler ça parce que les gens ne vont toujours chez le véto que 2 fois et demi par an. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de jours où le vétérinaire n'est pas celui qui donne des informations sur les animaux et ça ne nous semble pas normal. La solution qu'il faut faire, du coup, c'est une solution unique de digitalisation, c'est-à-dire à la fois je peux présenter pendant la consultation des choses de manière digitale à mes clients et je reste en contact avec eux derrière. La première partie, on l'a développée, ça s'appelle Astuvette, c'est le côté, vous voyez en bas à gauche, c'est-à-dire la possibilité sur un écran, je vous montrerai juste après, de présenter des choses pendant la consultation et donc de voir et comprendre et de repartir avec. Et la deuxième, c'est celle sur laquelle on pitch aujourd'hui et on veut développer, c'est l'app qui va relier cette présentation au quotidien des propriétaires. Alors, on les appelle les pet parents aux États-Unis, notamment parce que c'est là qu'on va amorcer cette partie-là. Pourquoi? Parce que là-bas, un animal n'est pas un animal, c'est un enfant. La plupart des gens considèrent que c'est vraiment leur enfant, ils veulent faire le maximum. Et donc, on est sur un marché qui est un petit peu différent de celui de la France, puisqu'on est à 60% ou 70% des gens qui considèrent que c'est vraiment un enfant. Et donc, on veut aller vers ces gens-là parce qu'ils ont un vrai besoin, ils en font beaucoup. Et du coup, comme ils ne vont pas chercher les informations au bon endroit, ce n'est pas bon pour l'animal, ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour le vétérinaire. C'est un marché qui, du coup, vous l'avez vu juste avant, représente, nous, on est sur une app à 9 dollars par mois. 9 dollars par mois, c'est un marché qui peut aller jusqu'à 1 milliard parce qu'il y a du monde entre les États-Unis et l'Europe. C'est le moment d'y aller parce qu'en ce moment, les plus gros groupes de clients chez les vétérinaires aux États-Unis sont les millennials, c'est-à-dire justement ceux qui ont un téléphone et leur ordinateur, et ceux qui ont aussi une capacité d'investissement et qui décident même des fois d'avoir un animal plutôt qu'un enfant. Notre principe, c'est d'aller sur un marché qui est aujourd'hui segmenté en deux parties. D'un côté, à gauche, ceux qui viennent sur le marché des animaux et qui n'en sont pas forcément liés. C'est plutôt, il y a un appel investissement d'aller de ce côté-là. Et de l'autre côté, le monde vétérinaire qui tarde un peu à se mettre au digital et qui, du coup, vous voyez, il y a un rapport de 10 au niveau des investissements. Et nous, on veut se mettre au milieu, relié au monde vétérinaire, mais avec l'interface du monde du grand public. Aujourd'hui, ce que nous, on a, notre chance, entre guillemets, ou notre unfair advantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir les vétérinaires comme prescripteurs. Ça veut dire, par exemple, sur un marché américain, 70 000 vétérinaires pour toucher 70 millions de personnes, puisque c'est à peu près un rapport de 1 pour 1000. Une minute. Une minute. Et donc, la minute, je vais juste vous montrer Astuvette, si je peux partager mon écran. Voilà, je vais partager sur ce qu'on a aujourd'hui pour que vous voyez comment ça fonctionne. C'est un système très simple. Je clique ici, je suis médecin, je suis vétérinaire, c'est vétérinaire en l'état, et je peux présenter en 2 secondes des images à des propriétaires qui vont pouvoir avoir des informations. Là où aujourd'hui, je suis obligé de faire un papier, un crayon et un gribouillis, je vais pouvoir présenter des images en 3D, je vais pouvoir présenter des brochures. Donc, c'est green aussi, puisque je n'ai pas besoin de les imprimer et les partager. C'est notre porte d'entrée vers l'app. Je partage quelque chose et dans ce quelque chose que je partage, il y aura l'app et la suite. Et cette app va être un vrai coach au quotidien du propriétaire. Chaque jour, un nouveau conseil, des choses à faire. On est très sur le marché de ce qu'on voit sur les enfants aujourd'hui, mais avec des conseils vétos et un Vidal intégré et tout ce qui va autour. Et donc, on veut aller sur ce marché d'une manière un petit peu nouvelle et suivre ça. Voilà, si je suis à peu près dans les temps. Parfait. Je répondrai aux questions. Merci beaucoup, Jean-François. Maintenant, je laisse la parole à Julien et Philadelphe pour poser leurs questions. Julien, je t'en prie, commence. Merci, Jean-François. Tu es super à l'aise dans le pitch, tu as une très grosse légitimité, tu vois, le rythme est bon, c'est très fluide. Le deck, il est super perfectible. C'est-à-dire que déjà, le premier mot du premier slide, digitalize, c'est digitize. Et globalement, ton anglais, il est pas super dans la présentation. C'est beaucoup trop wordy, il y a beaucoup trop de texte, c'est pas péchu. Et donc, tout cet impact que tu as à l'oral et en français, tu le perds dans le deck qui honnêtement est un peu, manque d'énergie, manque de synthèse. Tu vois, il y a beaucoup trop de mots, etc., etc. Le deuxième truc sur lequel je suis resté sur la fin, c'est tu as déjà vachement de traction sur le marché domestique. Donc, ils sont où KPIs, tes user economics, tes revenus, ta profitabilité, enfin tout ce que tu as déjà construit sur le marché domestique français. C'est dommage parce que tu vois, on le voit pas en fait. C'est-à-dire que c'est pas First Money In ou t'es pas un pre-revenue company, tu as déjà une activité
solide sur ton marché domestique. Et donc là, tu es vraiment en train de lever des fonds pour aller vers les US, mais ça ne transparaît pas nécessairement dans le… Tu vois, je pense que tu as un gros effort de synthèse à faire sur ton deck. Et l'autre chose qui manque, à mon sens, c'est le go-to-market aux US, quoi. Ok, je comprends, le marché il est génial, $9 par mois, ça fait 1 milliard de DRR, tu as 70 000 vets, mais concrètement, comment tu comptes t'y prendre? Est-ce que c'est, tu vois, c'est un gros défi de pénétrer le marché US. Donc, en gros, quel est ton plan, quoi? Enfin, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de substance pour que ça soit plus crédible. Il est un peu plus détaillé dans le deck, mais je suis d'accord. Après, c'est le jeu des 5 minutes qui font que sur la fin, il manque un bout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 5 minutes, tu montres quel est ton centre de focus dans ton pitch. Aujourd'hui, on voit un entrepreneur qui est feature-centric, product-centric, qui nous parle des fonctionnalités, de pourquoi, de choix d'usage et tout ça, alors que tu ne parles pas de tes metrics. Et j'attendrais de toi, en fait, sur ce type de boîte-là, d'être metrics focused. C'est quoi tes coûts d'acquisition? C'est quoi les KPI que toi, tu es en train de suivre? C'est quoi l'évolution de ces KPIs dans le temps? Parce que j'ai pu comprendre que du coup, tu n'étais pas né de la dernière pluie et que du coup, tu as un peu d'historique à raconter. Tu es en train de nous pitcher une proposition de valeur future, alors qu'en fait, tu as des trucs beaucoup plus intéressants en 5 minutes à prioriser en fait, dans ce que tu racontes. Sur la structure du deck, moi j'ai bien aimé en fait la manière dont ça a déroulé, même si tu étais trop focus sur tes features, tu as une bonne transition sur l'équipe, mais par contre dès le début de ton pitch, tu pourrais être beaucoup plus impactful avec une phrase qui résume tout, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. Parce que nous, avec notre expérience de vétérinaire, 2 points, on pense qu'on peut, je sais pas, doubler le revenu des vétérinaires s'ils bossent avec nous, quoi. Et c'est un peu un truc qui me manque, c'est qu'il y a une petite dissonance effectivement entre ton pitch qui est très agréable, c'est agréable de t'écouter et tes slides, mais tu vois sur ton slide de market, le titre c'est ton pricing, alors qu'après derrière tu nous parles de ton TAM et ton SAM. Désolé, mais ça c'est 2 slides différents. Du coup là tu as commencé un peu à me perdre, tu vois. J'ai pas retenu c'était quoi ton business model très clairement. J'ai compris que c'était un abonnement pour les vétos, mais voilà. Et puis là tu vois la démo des features maintenant en 5 minutes. C'est dur. Mais Mais c'est plus joli de le voir. Non, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est tes métriques, savoir combien tu as de clients, c'est quoi ton coût d'acquisition, c'est quoi ton churn. Et c'est ça qui montre que tu es en train de valider en fait, ton go-to-market. Ok. Je sais pas si tu as le temps de rebondir sur ces métriques-là qui m'intéressent. Si. Aujourd'hui, je ne savais pas si je prenais le truc ou si je devais répondre, mais aujourd'hui, on a un peu plus de 4000 inscrits, juste en ayant fait une carte postale et 2 emails à des vétos, donc en France, donc ça s'inscrit. On a une bonne note, on est à 4,7. On a 4,7 de notes. On est en train de les habituer à l'utiliser de plus en plus parce que c'est une nouvelle habitude pour eux. C'est ce qu'on retravaille sur l'interface pour être encore plus pratique, encore plus rapide. On est gratuit pour les vétos. Et la grosse chose pour l'acquisition, en fait, la grosse truc clé de l'acquisition, c'est qu'il y a une fonctionnalité dans la plateforme qui permet à une chaîne de cliniques, et comme aujourd'hui c'est un peu la tendance de se racheter et de faire des chaînes de cliniques, en fait elles peuvent utiliser Astuvette comme un intranet et s'en servir pour vraiment tout utiliser directement et gratuitement. Et c'est comme ça qu'on rentre dans les cliniques, c'est la fonctionnalité à la 10 jours, donc elle est en train d'arriver, mais c'est ça qu'on est en train de faire réagir, que ce soit aux États-Unis ou en France, puisqu'on lance aux États-Unis dans un mois, et c'est vraiment la fonctionnalité qui va débloquer le système dans le sens où ça va devenir l'outil. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrent et personne ne fait cette fonctionnalité-là. Et je pense que si vous êtes allé chez le médecin récemment, vous verriez qu'il n'y en a pas non plus dans le monde médical qui explique clairement ce qu'on fait quand on va chez le médecin. Donc, c'est la même chose. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on est au niveau des KPI et le fait qu'on ait plus de 20 vétos qui sont investisseurs dans la boîte et certains ont mis jusqu'à 100K. Donc, ce n'est pas juste des petits investissements symboliques. C'est aussi qu'ils y croient et qu'ils sont dedans. Et certains investissent à la fois pour le côté business, mais aussi parce qu'ils disent au fond, je participe à faire changer les choses. Et donc, c'est comme ça qu'on va rentrer dans le marché, vers le marché pour répondre à l'autre question, vers les clients, comment on y va. En fait, on va y aller à travers le veto, quelque chose que jusqu'à présent, peu de gens ont réussi à faire parce que souvent, la solution n'était pas liée. Mais nous, quand un veto partage une image, il n'envoie pas une image, en fait. Il envoie un lien vers une page chez nous sur laquelle il y aura l'accès à l'app, ce qui fait que je ne demande pas de temps aux vétos et je ne veux même pas qu'ils le vendent parce que les vétos ne sont pas des vendeurs, c'est des gens qui soignent les animaux. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire ça. C'est du B2B2C en prescription. C'est ça.
avec un Et gros network effect. voilà, c'est vraiment ça le principe. Et l'astuce de cette app par rapport à ce qui est sur le marché, c'est qu'elle est liée au veto. C'est-à-dire que ça n'envoie jamais chez un autre veto. Ça lui permet d'automatiser tout ce qu'il ne sait pas faire aujourd'hui et c'est clé en main. Non, tu vois, Voilà. pour enlever le doute sur ta capacité d'exécution, faut vraiment que tu arrives à montrer très rapidement que tu es super solide sur ton business actuel, tu as une grosse traction, tu as pénétré le marché des vétos, que tu as dérisqué le développement de l'app et que derrière, tu as levé ton challenge, c'est de pénétrer le marché US, mais en répliquant quelque chose que tu as testé, validé. Le pire marché digital aujourd'hui dans le veto, c'est la France. Parce que les Français ne sont pas les plus digitaux en termes médicaux, hein, je veux dire, par rapport aux US. C'est pour ça qu'on va vite aux US, parce que là-bas, dès qu'on leur montre un truc, on a déjà plus de 300 pré-inscrits aux US, alors qu'on n'existe pas. Rien qu'en leur allant sur 2 salons et en leur disant, il y a un truc qui va arriver. Et tous, ils disent, moi, je veux ce truc-là, comment je fais pour l'avoir? Donc, c'est pour ça qu'on y va là. Donc, dans un mois, moi, je pars dans 10 jours là-bas. Mais et les pet parents là-bas, on les a rencontrés à Miami ou dans d'autres. Là, on va sur la Californie. Celui qui a au bout de la laisse du chien, c'est un gars qui attend que ça de faire des plus pour son animal. Donc un truc comme ça leur plaît. Et c'est des coachs addicts. Ils sont tous coachs addicts là-bas. Et il n'y a pas d'approche coaching. C'est vraiment ça aussi qu'on change. La nouveauté, c'est l'approche coaching et pas juste j'ai une télémédecine, quoi. J'ai rien contre la télémédecine, hein, mais en veto, ça marche pas. Juste un dernier conseil, inspire-toi du template de pitch deck de Kima pour reprioriser ce qu'il faut mettre dans l'ordre, surtout quand tu as pas de temps. Et des idées fortes, il y a trop de textes, hein, vraiment. Ok. Mais tu es super crédible, tu es super légitime sur l'activité, c'est vachement agréable. Tu vois clairement où tu vas, tu connais le métier, tu connais cette industrie, tu as construit ton activité domestique, c'est super. Merci. C'est la partie deck, c'est moins mon métier au départ. Hein. Je vois. On apprend. Parfait. Merci Julien, merci Janef, et merci à toi Jean-François. Donc David vient de nous rejoindre, donc c'est un peu trop tard pour ton pitch, mais je vais laisser David se présenter aussi, et puis après on passera au deuxième pitch. Je t'en prie David. Super, merci Félix pour l'intro, désolé du retard. Bonjour à tous, je suis partenaire chez Angel Square depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Angel Square accompagne des fondatrices et des fondateurs dans leur levée de fonds. Et pour faire en sorte que ça se passe bien, on a créé une communauté d'investisseurs assez pro, des business angels, les family office. On travaille aussi avec nos copains ici et on accompagne de A à Z ce processus de levée pour eux. On a accompagné un peu plus de 300 startups et je ne vais pas faire de name dropping. Il y a un super site où vous pouvez retrouver tous ces petits noms et je suis content d'être avec vous ce soir. Merci David. Maintenant, on va passer en anglais. So we're going to switch to English for the next pitch. So I'm going to ask for Tan from LaunchMart to basically come on stage and share his screen for his pitch. Tan, are you here? Yes, I'm here. My internet connection is not very good, so can I turn off my camera? Of course. Can you share your screen to basically show the pitch still? Perfect. And so Tan, as you understand, as soon as you share your screen, you say go, I launch the timer, and I will let you know 1 minute before the 5 minutes deadline. Okay? Okay. Perfect. Go. All right. You go. Okay. So the fashion industry has the combined revenue of $1.5 trillion in 2021 and believed to be able to double that number in just 5 years, making it no doubt one of the biggest industry, period. The problem is the small to medium-sized fashion brands are losing money instead of making money. In fact, the fashion industry has always been a winner-take-all market where the top 10% players generate over 100% of economic profit, while the rest struggle to survive and barely make it to break even. Why is that so? Because, building a product from scratch sucks. Sorry. Shit. I'm sorry. Can we? I have a little bit technical problem here. No worries. Take your time. Do you guys see my screen? Do you guys see my screen? Hello? Yeah, it's okay. Okay.
Building a product from scratch sucks. Did you know that the average time of design development process globally is 18 to 24 weeks, which is 6 months? 6 months for our product to come to productions. By that time, Zara and H&M would have sold millions of pieces already, which lead to my second problem is that most fashion entrepreneurs are unable to provide decent technical requirement to communicate with their manufacturers simply because they don't know how to do it or don't have time to do it. This is how it usually works in my industry. Most of the time, the fashion brand owner will come to manufacturers with pictures that they found on Pinterest or Instagram, with a lengthy description of how they want it to be, without much information about measurements, fabric, all the technical stuff. And therefore, miscommunications and error literally happens all the time. And they found themselves burning money into making samples again and again. And finally, hiring a fashion professionals is just expensive. Right now, a junior fashion designers make around $50 on Upwork and $70K per year for full-time positions. Not exactly a smart choice for any businesses that are just starting. That's why we are on a mission to create a solution to democratize the fashion industry and help the small to medium fashion brand owner to build and launch a product to market faster, easier, and way more cost-effective. We're developing a marketplace that provides production-ready and editable 3D garment template with a built-in no skill required 3D prototyping platform to have fashion entrepreneur to first launch a product to market faster with ready-made template provided by the top fashion designer and manufacturers. Secondly, communicate the visions more effectively by allowing everyone to create their own fashion design digitally with a zero skill required, giving them a tool to connect and collaborate with manufacturer across borders, anywhere, anytime. And finally, which is the best part, that we save the money by lower or eliminate the upfront costs one have to pay to develop the product before coming to productions. So our process is pretty straightforward. Our process is really straightforward. You pick a template, customize it digitally via a super simple 3D builder, then you download it or connect with our network of verified manufacturers to produce it. So this is our 3D builder. Our product allows users to create 3D prototype, assembly, mix and match different components of garment together and adjust everything in a what you see and what you get editor. Our technology turn all of that into a usable pattern where the owners can simply take it to the manufacturers and then start sampling and producing. So how we make money? We make money upon a small commission upon template sold and production order, which is around 20%. We also offer to users a premium subscription to access our exclusive templates and more advanced features for a small monthly fee. There are currently more than 500,000 brands in Southeast Europe and North America right now that match with our target market, assuming that we are able to acquire 100% of that market to be a customer. 1 minute left. 1 minute left. And 10% of them would be paid for subscription fee, and we're able confident to convert 10% we produce through Launchmart. Then we're talking about over 2 billion revenue capacity here. And Tan, me and my co-founder met at college. And for 3 years, we were so caught into this journey of democratizing the fashion industry and able to bring a diverse team of talents and in-depth industry knowledge and expertise to ensure the success of the company. So far, we have 10 customers, 35K in revenue, 20 sellers, and successfully raised our pre-seed round for 5% of company. So to bootstrap for 6 months, and after 6 months, I would be raising around 500K in convertible note or safe agreement to bring our valuation to $4 million in 18 months, which would be massive. Yes. I'm sorry, Tan. We're on the 5 minutes plus. Give you a couple of seconds, of course, for the technical issue. Well, thank you very much. If you want, you can stop presenting and sharing the screen, and we'll let the three panelists answer some questions. If you want to go ahead, David. Yeah, thank you. Hello, Tan. Thanks for the pitch. Really clear. More question about the team. Are you coming from the fashion industry? What's your experience with sellers, buyers? So yeah, do you know this industry, and how do you know it? Well, my field is not. I was not studying the fashion industry, but we spent 3 years
before starting this project, I was an agency in Vietnam and act as a virtual assistant to help fashion brand to optimize the design production process. And we have do that for almost 3 years. And my co-founder, in the other hand, have over 6 years in experiment in sourcing and procurement in Vietnam and specialize in garment production. So yeah, even though we're not like going to fashion school, we understand how the industry works because we spend effort knowing the industry. So you're not alone in this market. You know how much the SaaS industry is really competitive in terms of 3D tools, and especially in the fashion industry. How do you differentiate your product against them? Okay. I do prepare competitor slide. So I understand how competitive this is in the fashion industry, especially for a 3D market. But one thing that I realized that most of the 3D design platform out there, they are truly not a platform that is made for a non-design fashion entrepreneur like me. I used to want to start a fashion brand, and I researched on a lot of solutions for me to design without hiring a fashion designers because my vision is unique. And all of the tools out there like Flow3 Design or Marvel Designers, which is the top competitors out there, they require a high level of entry skills like pattern making to be able to develop a 3D prototype of the garment. That's why we want to do the opposite process of that by letting them mix and match different components of the garment together, and then we convert that into a usable pattern. And also compared to other product lifecycle platform like Supply Compass or ForSource or Zelingo, we offer a more end-to-end solution by streamlining entire workflow from ideation, design to productions, not just connecting them with manufacturers only. I hope my answer is clear to you. I don't know if the fact of having the skills or no skills to use the current tools is clearly a barrier of entry, because you have an army of 3D designers working as a freelance for these brands. My last question, if I still have time, would be to know if you have any exciting facts in the roadmap or tools in the roadmap. I think about generative AI, and I saw many solutions you are using that for the fashion industry. So are you working on that, or do you plan to build something around generative AI? I don't think I understand your questions. Can you say it? So I speak about generative artificial intelligence. Artificial intelligence, yeah. But what about artificial intelligence? Can you? Okay, so clearly the answer is no, and no problem. But I can send you few names, few companies, and more about generative AI. I think there are clearly things to delve into that. Thank you, Tan. Julien Philadelphe. Yeah, so I think you have really beautiful slides. Congrats on that. What's really shaming is that why don't you stop stating out your value proposition before going into this whole Tan Sam thing? Why don't you just start by saying, hey, my name is Tan, and I'm the CEO of, I don't even have your company name in my head right now. And what we're doing is a garment 3D solution that helps fashion. Yeah, you should spend more time on this. Let us kick in when you started your pitch. It was a disappointing experience having you struggling with your computer and that. I'm not sure what happened, but please make sure that this doesn't happen again. I mean, some investors might find this a little bit disappointing. So be prepared. I think these kind of technical issues shouldn't be happening online. So I agree with David that you're a little bit weak on the competition. I gave you the name of one of your competitors that I've been working with, Z-Emotion. I think you should check out what they're doing. And again, I'm not sure if you understood the comments on the previous deck, but you're spending lots of time on the product and on the features. And you should skip straight to that really good slide, how it works, which is quite efficient actually, and spend less time on what you were doing before. There's like how the slide just before that, you were spending so much time here.
we get it, right? Because then what's coming up after is interesting. And see, you had to stop, but I wanted to know more about the market size. I like the way you calculate your market size, but I was curious to know more about your KPIs and your roadmap. This looks really good. I'm glad to know to see what do you need money for. But I'd like to know how much time did it take you to achieve this 30K revenue, and this is what's interesting actually. You only get there until then. So overall, I think it's pretty good. And just emphasize, I think, more on the value proposition at the beginning and on the KPIs at the end. Okay, thank you so much. And for me to add, I mean, yeah, I think the slides look really good. You said there's 580,000 SMBs and 80% of these will be dead in 3 years. I mean, how the hell are you going to reach this? It's just, I mean, I don't know. There's no indication how you're going to be pushing this solution to the market. It seems like a really, really big challenge. Maybe you have some solutions, but I mean, they weren't apparent. And what's more, your business model isn't clear. You have very small subscription fees. I mean, almost no money. And then you take 25% on order. And I think I understood that you're providing an end-to-end solution. So you also have like factories and production houses that are tied into the marketplace and that can push the order through and deliver, etc. That's really, really interesting. But I've heard nothing about this. And I guess the bulk of the money comes from the orders, not from the subscriptions. I'm not sure. I mean, it lacks a bit of clarity. Yes. I understand it's a 3D tool coupled with a marketplace of vendors, right? Yes. Yeah, and that marketplace of vendors, it's nowhere on your presentation. Okay. Which is a shame because I mean you come from that industry. I mean I assume you've assembled or lined up a number of factories in Southeast Asia, and you have things in place. So yeah, try to make them more apparent. Okay, got it. Perfect. Well, thanks, Tan. Thanks to the panel. So now we're going to get to the next startup. Je switch en français. C'est parti. Donc maintenant, je vais demander à Alex de RGX System de d'aller sur scène, de partager son écran et de me dire go une fois qu'il est prêt à pitcher. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Parfaitement. Alors, comment on fait pour partager? En bas de l'écran, il doit y avoir une petite flèche verte qui dit partager l'écran. C'est ça, pardon. Ouais. Vous voyez? Parfait. Bon, je vous mets un chrono aussi, hein, donc c'est 1 minute avant. C'est ça. Dès que tu me dis go, dans 4 minutes, je te dis 1 minute et ce sera la dernière. Ok. Bon, bah, allez, go, c'est parti alors. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 43 ans, 2 enfants et un chien, donc je suis intéressé par la solution du monsieur de tout à l'heure. Donc, nous sommes en France. Donc, la France est terre du vin, terre des vins, d'une grande richesse, d'une richesse exceptionnelle. La question, c'est est-ce que vous savez en fait que ces hommes et ces femmes du terroir qui produisent en fait notre vin aujourd'hui, ils sont confrontés à un ensemble de maladies, d'aléas climatiques qui menacent leur métier tout simplement, quoi. Donc aujourd'hui, il y a environ 100 de maladies qui entraînent des pertes économiques qui sont énormes. À l'échelle nationale, donc en France, c'est 20% du chiffre d'affaires annuel qui est détruit en fait à cause de ravageurs de maladies. Donc c'est un truc énorme. Au niveau mondial, on pense que 80% du vignoble mondial est contaminé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose qui est assez sérieux. Et c'est tellement sérieux qu'en fait, la profession aujourd'hui, quand elle nous pose la question à nous, elle se pose la question, c'est est-ce qu'on va boire du vin dans 5 ans? Et je déconne pas, c'est vraiment la question que les gens se posent, on s'en rend pas compte, mais la question c'est est-ce que vous voulez boire du vin dans 5 ans? Donc, comment sauver le vignoble? Évidemment, je veux dire. Donc, nous, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on peut aider les viticulteurs à reprendre le contrôle sur leurs parcelles grâce à une solution qui va leur permettre en fait d'automatiser et fiabiliser la surveillance du vignoble, parce que le problème numéro 1, en fait, finalement, c'est
c'est l'inefficacité des moyens de surveillance du vignoble. Donc, ce que vous voyez en fait derrière, sur l'image, c'est des gens, c'est des gars, c'est des bonhommes, là, c'est en Bouches-du-Rhône. Il y a 500 mecs qui vont se balader en pleine chaleur pour faire 30% en fait de la parcelle pendant 2 mois et demi, pour faire un tiers justement avec un taux de détection qui est pas super élevé. Et donc en fait le problème il est là, c'est-à-dire que l'outil actuel c'est subjectif, c'est absolument pas exhaustif, c'est super compliqué à mettre en place avec des taux de détection qui sont vraiment faibles. Et donc en fait nous l'idée c'est quand nous on a vu ça, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une solution qu'on a appelée Agrio, qui automatise en fait justement ce processus de détection des pathologies du vignoble. On met des caméras intelligentes sur n'importe quel type d'engin agricole. Et voilà, et comme ça, on automatise, on fiabilise. Et l'idée, c'est qu'on va faire pas sur le process de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on se greffe en fait à un travail qui existe déjà, donc le passage des machines, il y a 30 passages par an en moyenne en France. Et l'idée derrière ça, c'est là où on pense qu'en fait, il y a une sorte de stratégie disruptive, c'est que finalement, on démocratise l'accès à la surveillance. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'il y a 10%, vraiment à la louche, 10% des gens qui peuvent se payer une surveillance qui est exhaustive, et encore, ils ont un taux de détection qui est pas à 100%. En fait, le marché est déjà là. Donc, nous, on va aller chercher les 90%. On va multiplier la taille du marché par 9 parce qu'on va amener tous ces gens-là demain à utiliser notre solution qui est fiable et qui est objective. Donc, concrètement, en fait, comment ça marche? Les caméras qu'on a utilisées, elles vont acquérir des images en fait grâce à une technologie qui s'appelle l'imagerie spectrale et qui nous permet de faire de la chimie à distance. Ces images, en fait, on va les traiter avec des algorithmes, un peu d'intelligence artificielle, pas parce que c'est la mode, mais on en fait un peu. Et l'idée à la fin, c'est qu'on va restituer une cartographie qui va montrer pied par pied, avec notre propre système de GPS, quel est l'état sanitaire de la parcelle, les pieds qui sont malades, les pressions fongiques, le niveau de pression fongique, etc. Et donc là, concrètement, c'est une parcelle qu'on a fait l'année dernière. Les petits points, c'est les pieds qui sont malades sur une maladie qui est en train de détruire le vignoble français qui s'appelle la flavescence dorée. Ce propriétaire-là, il a prospecté la zone qui est en bleu. Donc, en gros, il a fait environ 30% de sa surveillance. Il a vu un point, donc le petit point en rouge que vous voyez en bas. Nous, donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va multiplier, en fait, par 3, en fait, cette couverture-là, parce qu'on va faire les 100%. On va le faire 4 fois plus rapidement. On a un taux de détection, on va lui permettre de trouver des pieds que lui, il n'a pas réussi à trouver, donc faute de moyens, faute de temps. Donc les ciseaux les ciseaux que vous voyez sur le côté. Et ça, derrière l'idée, donc c'est augmenter son rendement et éventuellement, dans la mesure du possible, et c'est ce qu'on veut faire, c'est réduire les pesticides. Donc l'équipe qui est derrière ça, on est 2 frangins, donc Alex et Boyan. On est 4 aujourd'hui ingénieurs, on compte embaucher encore 3 personnes cette année. Et l'idée, c'est qu'on est en train donc en termes de métriques, on a des clients, on a fait du chiffre d'affaires, on a signé des beaux domaines, on a lâché notre matos dans la nature, il marche. On lève des fonds pour trouver des gens, des compétences, de l'argent, pour nous aider à finaliser le produit et lancer la commercialisation qui serait à la fin de l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Parfait, il restait 10 secondes. Donc, merci Alex, merci beaucoup. Donc là, je vais laisser la parole au panel et je vais inviter Philadelphie à démarrer. Yes. Écoute, je suis très agréablement surpris. J'aime bien la manière dont tu déroules ton histoire, l'intro avec les slides, avec l'histoire. Pour moi, c'est top. En revanche, quand tu arrives sur ton slide avec la photo du mec qui est content là, de démocratiser l'accès à la surveillance, moi, je trouve que tu perds un peu le momentum du début de la phrase. Je pense que tu peux être plus synthétique. Ok, on a compris, tu développes une solution qui permet, en se mettant sur un tracteur, de prendre des photos du vignoble et de détecter les maladies pour passer un peu plus de temps sur des choses qui sont intéressantes à la fin, l'impact de la valeur que tu peux avoir sur un vigneron. D'ailleurs, tu ne mets pas de chiffres sur les slides à ce moment-là. 4 fois plus 4 à la fin. Je les ai enlevés il y a 5 minutes avant la présentation. Ouais. Alors que je pense que c'est ça qui est intéressant. Okay. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment très bien. Je pense que tu peux gagner un peu de temps. Et par contre, du coup, là, on reste un peu sur notre fin. Tu fais un pitch deck investisseur, rejoignez-nous. Moi, j'ai l'impression que tu veux me recruter. C'est quoi la roadmap et un petit peu voilà où tu en es. Je trouve que je connais Alex par ailleurs, donc moi j'ai peut-être un peu plus d'infos que les autres membres du jury, mais tu vois, essayer de te résumer un petit peu ce dont tu as besoin aujourd'hui et comment est-ce que tes interlocuteurs peuvent t'aider et pour faire quoi en fait. Voilà. Mais sinon, moi je trouve ça top comme deck.
Je peux te répondre comme ça en live, c'est-à-dire que bon, tu le connais, je t'avais envoyé justement une version un peu de mon deck écrit qui a du texte partout, c'était 20 slides, etc. Là, c'est une première présentation que je fais, je voulais tester le truc. Je me dis, alors, y a pas, on parle pas de business model, de segmentation marché, de projection financière, de tous ces trucs-là. J'ai pris le parti pris, en fait, de les enlever, peut-être que c'est un mauvais choix, mais j'ai pris le parti pris de les enlever parce que je me dis, bon, j'ai 4 minutes pour intéresser les personnes. Si les mecs sont intéressés, bah, ils vont poser des questions sur le business model, les projections financières, etc. Donc, c'est un parti pris. Avant, quoi, ça fait deux ans et demi que je pitch. C'est la première fois où je parle pas de ces trucs-là. Et je suis dans cette logique où je me dis, si le gars est intéressé, il va me poser des questions. Alors, soit tu as des backup slides, soit tu gères sans backup slides. Mais c'est le parti pris que j'ai pris aujourd'hui. Ah, mais c'est bien. Alors, je vais laisser les autres dire ce qu'ils en pensent, mais je pense que c'est un bon parti pris. Pour moi, c'est un peu paradoxal. J'aime beaucoup ton projet, c'est super sympa, la façon dont tu le déroules, la présentation géniale, etc. Bien sûr, on veut voir du 20 50, donc très bien. Moi, ce qui me gêne, c'est que je vois pas où tu as besoin d'investisseurs. Je vois pas en quoi c'est un truc qui va intéresser les VC. C'est-à-dire, à la fin, ça donne vraiment l'impression d'un lifestyle business. Vous êtes des frères, des potes, vous aimez bien le pinard, vous montez votre truc, il vous faut 200 kilos pour atteindre l'objectif. À terme, ça crache un peu de dividendes. Pourquoi tu as besoin d'investisseurs? Pourquoi tu vas pas trouver des gens fortunés dans les vignobles qui est-ce que tu veux lever de la dette bancaire ou je sais pas. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas tellement un business de VC investable, quoi. Je sais pas, tu vois, ça croît doucement, mais en fait, c'est presque break-even. Est-ce que tu peux pas te financer de manière plus agile? Je vois pas très bien l'exit non plus. Enfin, tu vois, je suis pas certain que ton business il a un profil pour des VC ou des angels classiques. Et puis dans les vignobles, il y a suffisamment de fortune et de gens, de grosses boîtes, etc. Est-ce que tu n'arrives pas, compte tenu de la proposition de valeur qui est évidente et tu vois, c'est presque un enjeu national, t'arrives pas à lever de l'argent dans l'écosystème lui-même? On s'est beaucoup posé la question de mettre des clients finalement dans notre capital en fait. Ça peut nous couper d'autres personnes, mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, moi c'est super intéressant. Est-ce que qu'est-ce qui ferait qu'un VC serait intéressé ou un business angel serait intéressé? Il faut voir un business model qui scale, qui explose. Il faut voir, tu vois, une trajectoire de chiffre d'affaires ambitieuse. Il faut voir des effectifs qui partent en flèche. Il faut voir une expansion internationale. Il faut voir, tu vois, ton dernier slide où tu mets un EBE, un résultat net, un truc. Enfin, tu as l'impression d'avoir le bilan comptable d'une PME. Enfin, je sais pas. Tu vois. Toute la proposition de valeur, c'est clair. Et puis, quand tu arrives au slide financier, ça donne l'impression d'une belle PME, un lifestyle business, d'un truc mais je sais pas, David, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Je peux rebondir? J'ai une minute pour rebondir ou pas? Oui, bien sûr, on a encore 5 minutes sur. Je suis le dernier ou pas? Non, il reste encore 2 autres startups. Moi, ça m'intéresse de faire en live. En fait, d'habitude, en fait, je montre une slide comme ça en termes pour ce qui est projection de croissance. Moi, ça m'intéresse juste ces chiffres-là, parce que c'est quelque chose qui est business angels friendly. Moi, ce que je montre dans ces slides-là, c'est plutôt finalement qu'on est plutôt sur un modèle de revenus récurrents parce qu'on a un business model justement d'abonnement à l'hectare et que l'idée c'est qu'on monte en puissance en fait sur la partie on va dire du logiciel par rapport à notre chiffre d'affaires pour montrer vraiment qu'on est une boîte de service et qui a priori est censé quelque chose surtout de revenus récurrents qui peut intéresser les investisseurs parce que c'est un modèle de business qu'ils aiment bien. Ça, pour moi, ce slide BP, c'est un tue-l'amour. Il est triste, il est. Ouais, d'accord, ok. Non, mais d'accord, dis-moi comment le rendre meilleur. On va peut-être aussi laisser David, il reste 4 minutes sur le pitch d'Agrio. David, si tu as des choses justement à rebondir sur cette question-là. Ok, bon Alex, enchanté. Moi je vais vraiment être beaucoup moins sympa, mais je pense que vous avez une relation visiblement avec les autres, mais non, je vais être beaucoup moins sympa. Je pense que c'est super ce que vous faites, mais c'est tellement super ce que vous faites que le décalage avec la qualité du pitch, moi, me frustre beaucoup. Je pense que c'est très mal pitché et que effectivement, je vois que tu en es au stade du projet où tu es en train de tester et de roder le pitch. En tout cas, en 5 minutes, ton élévateur pitch là, il n'est pas bon.
parce que clairement, le sujet, on peut bien le maîtriser. Des solutions de drone ou d'IA ou d'analyse d'image, il y en a pas mal qui sont montées sur le projet. Je pense qu'en plus, si demain tu parles à des investisseurs qui sont plutôt dans ton secteur, ils vont vite comprendre la problématique. Moi, il y a un moment donné, j'ai juste envie de savoir ce qui s'est passé dans la vie de la boîte. Ça fait 3 ans, je vois que vous avez exécuté. J'ai l'impression, en regardant votre site internet, que vous êtes plutôt une SS2I ou une ASN qui avait trouvé un bon produit. Donc derrière, je me dis, OK, si tu veux pitcher correctement la boîte, tu dis, OK, il y a ce problème. Les solutions actuelles, elles sont sous-efficientes pour ces raisons-là. Et moi, j'apporte une solution clé en main pour l'agriculteur avec un ROI. Et en gros, c'est adossé à des technologies d'intelligence artificielle, d'analyse d'image et tout ça. Tu peux avoir un côté sympa où tu parles d'un agriculteur avec qui tu as bossé. Et derrière, effectivement, dans un pitch de 5 minutes en face d'investisseurs, bah, dis-le que tu lèves 200 000, que c'est pour mettre le pied à l'étrier et lancer commercialement. Ouais, et puis après, Après, c'est vrai que j'ai pas forcément compris le format. Moi, dans le format que je pensais aujourd'hui, c'était plutôt tu pitches et mais c'était en mode. Ce qui est sûr, Alex, c'est que là, moi, je suis un investisseur, on va dire, professionnel bien rodé. En gros, des sujets comme ça, j'en ai vu pas mal. Je pense que les vrais enjeux, ils sont sur le go-to-market parce que l'agriculteur, ça devient un technophile, mais ça reste une génération compliquée à vendre. Et donc, je suis hyper intéressé sur ce type de sujet-là, comment tu vends et à quel point c'est hyper simple à utiliser et à acheter. Et en gros, tu rapportes quoi comme pognon ou comme sécurité à l'agriculteur. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse sur ce type de projet. Je trouve demain, tu pitches un family office, quelqu'un qui va investir parce que tu as un vrai impact sur la vie des agriculteurs et notre alimentation ou l'agriculture tout simplement. Et donc, j'ai plus envie de voir en quoi tu réponds à des enjeux, à nos enjeux directement, quoi. Le 4 milliards de pertes en France, ça ne m'évoque pas grand-chose, quoi. Il y a un côté impact qui est mal creusé dans le pitch. Donc, je pense que c'est juste c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'il y a vraiment du boulot. Il y a du boulot parce qu'on perd un intérêt, quoi. Et je te dis, quand on va sur votre site, quand on voit votre LinkedIn, ce qui sont les premières étapes, en fait, j'entends pour un VC ou pour certains investisseurs que tu pourrais venir aller chercher pour 500 000, bah, clairement, on ne voit pas ce que tu es en train de nous pitcher là. Donc, on se dit, OK, c'est un projet super jeune ou alors c'est une SS2I qui a un super produit qui a commencé à commercialiser et il y a un historique qu'il faut que je comprenne, tu vois. Donc, de toute façon, le site internet, on l'a jamais fait, mais après, si tu t'arrêtes à un site internet, c'est que t'as pas envie de creuser. Non, Alex, arrête avec ça. Enfin, c'est juste qu'en face de toi, tu as des gens encore une fois, c'est le côté VC friendly ou pas. Enfin, tu sais, il y a près de 3000 startups qui cherchent des fonds en France. Moi, j'en vois pitcher 150 par mois. C'est pas je m'arrête à des choses. C'est juste que effectivement, si tu veux correspondre à ce standard-là et tout, et tu veux sortir un peu du lien bienveillant, sympathie et tout, tu es une opportunité d'investissement que tu proposes à des investisseurs. Bah, moi, je te dis juste avec un peu de travail, il y a des standards et des cases qu'on peut cocher. Et en fait, tu es là pour l'entendre, donc je te le dis gentiment, hein. Et après, sinon, je rejoins ce que disait Julien. Trouve des investisseurs de ton secteur qui en auront rien à faire d'un beau deck avec le pont de San Francisco derrière et qui auront juste envie de faire le pari sur Alex et son frangin et leur capacité à développer une belle techno pour les agriculteurs, tu vois. Et commence par ça. Et puis, peut-être dans 1 an et demi ou 2, quand tu auras besoin de plus de pognon, tu seras accompagné pour bien pitcher. Dans 1 an et demi. Généralement, les levées de fonds, tu sais, tu lèves pour 12-24 mois. Donc, peut-être que 200 000 ne t'emmènent pas à ce niveau-là, mais à ce moment-là, il faut que tu lèves un peu plus, quoi. OK. On a 100 minutes pour te connaître, hein, donc moi, je te fais les retours francs. Il y a peut-être des erreurs dans ce que je raconte et un historique que je n'ai pas. Non, c'est super instructif. Au moins, tu l'as en direct et voilà, et sans tabou. Parfait. Merci à tous pour les retours. On va continuer sur le prochain pitch qui est One Second avec Charlotte. Donc, est-ce que Charlotte, tu pourrais partager ton écran, s'il te plaît, si effectivement Alex
Oui, je ne vais pas le partager tant qu'il est partagé par toi, Alex. Tout à fait, parfait. Et bonjour Merci. à tous. Merci. Bah, écoute, partage ton écran et quand tu me dis go, je lance le chrono. C'est parti. Alors, juste une petite... Hop. C'est presque parti. C'est go. Alors, je m'appelle Charlotte et je suis la cofondatrice de One Second, donc la solution qui simplifie l'achat de modes d'occasion. Alors, j'ai 30 ans et depuis que j'ai été diplômée de Dauphine, j'ai essentiellement travaillé dans le milieu du e-commerce. Les 2 dernières années, j'ai été chez Vestiaire Collective, donc justement une marketplace de vêtements et d'accessoires d'occasion qui a le privilège de faire partie maintenant du cercle fermé des licornes françaises. Mon rôle au sein de leurs équipes marketing était notamment justement de comprendre les freins à l'achat de modes de seconde main. Et c'est là que j'ai été inspirée et que j'ai eu envie de lancer quelque chose dans le milieu. Et je viens donc tout juste de me lancer à plein temps dans cette aventure. Donc, je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Mon associé, donc Pierre-Louis, a 30 ans. Lui, il a un profil très différent du mien. Donc, diplômé d'EPITA, il a été développeur puis manager d'une équipe tech. C'est lui qui a développé notre solution. Il vient tout juste de demander une rupture co pour partir de chez Deezer et se lancer à plein temps aussi sur le projet. Et qu'est-ce que ce projet ? Globalement, on est parti en fait, je suis partie à la base du principe qu'on en parle de plus en plus, le marché en fait de la mode de seconde main, le marché de la mode à la base est un marché qui est une industrie qui est extrêmement polluante et consommatrice de ressources, mais en fait c'est globalement lié essentiellement à la production des matières, à la production des vêtements pour 70%. De cet impact environnemental. Donc, on se rend compte que vraiment, acheter d'occasion fait la différence d'un point de vue écologique. Donc, on a produit beaucoup trop de vêtements depuis les dernières décennies. La bonne nouvelle, c'est que les choses évoluent quand même. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes, choisissent de plus en plus d'acheter de seconde main. Le potentiel de ce marché est colossal. Il représente plus d'1 milliard d'euros de valorisation en France et il a été estimé que c'est un marché qui devrait doubler d'ici 2025. De plus en plus d'acteurs se lancent, donc se mettent à proposer de la mode de seconde main, mais finalement, que ce soit en friperie ou en ligne, pas toujours facile de retrouver ce dont on peut avoir envie et de faire les meilleures affaires. Il y a des géants comme Vinted qui proposent des catalogues avec un nombre très important de références, mais qui sont finalement des plateformes sur lesquelles l'expérience de recherche s'avère souvent laborieuse. Et à côté de ça, il y a de plus en plus de petits acteurs comme des marques qui veulent obtenir leur part du gâteau et lancent leur propre mini-site de seconde main, la Redoute, qui lance la Reboucle, et il y en a plein d'autres. C'est du coup des sites sur lesquels il y a beaucoup moins de références. Donc, on est sur un marché de plus en plus éclaté et qui ne permet pas facilement, en tant qu'acheteur, de retrouver en fait, des vêtements ou accessoires d'occasion aux meilleures conditions facilement. Du coup, ce qu'on propose, c'est une solution qui agrège les catalogues de ces différentes plateformes de mode de seconde main et sur laquelle l'expérience de recherche est particulièrement fluide et agréable. Alors, comment on s'y prend ? Pour commencer, donc, on cherche à proposer l'offre la plus large possible. Donc, on agrège les catalogues de ces différentes plateformes de mode de seconde main pour que l'utilisateur puisse retrouver tout ça à partir d'un seul endroit, donc toutes les offres qui pourraient correspondre à ce qu'il recherche. Ensuite, on permet de rechercher en un clic parmi toutes ces images, parmi tous ces articles, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et de la recherche par image. Donc concrètement, vous lancez l'appli. Non, on revient en arrière, pardon. On ne peut pas revenir en arrière. OK. C'est long. Vous lancez l'appli, vous explorez notre catalogue d'inspiration à la recherche d'un manteau, par exemple. Il vous suffit de sélectionner un manteau qui vous plaît et l'algorithme va rechercher des pièces similaires d'occasion pour vous dans votre taille et votre budget, que vous pourrez ensuite acheter en ligne sur nos différentes plateformes partenaires. 1 minute. OK, merci. Il est même possible d'utiliser directement vos propres photos ou screenshots pris sur Internet ou Insta, par exemple.
Donc, où on en est aujourd'hui, on a développé donc une première version de l'application, tout juste disponible en France, sur un catalogue femmes uniquement, désolé messieurs. On a déjà de beaux partenariats avec des plateformes comme Vestiaire Collective et eBay qui nous permettent de proposer près d'1 million d'articles et d'obtenir entre 4 à 6% de commission sur nos ventes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait assez facilement convaincre de plus petites plateformes sur des commissions plus importantes, et notamment les marques. On a très peu communiqué, mais on a déjà obtenu 500 téléchargements. Quelques fonds inspirés par notre vision nous ont contactés suite à un post que j'ai fait sur LinkedIn. On a reçu de super avis de premières utilisatrices et même quelques candidatures spontanées. Tout ça, ça nous donne une énergie folle et on a vraiment envie d'accélérer notre développement. Donc, on est sur un modèle extrêmement scalable. On ne gère pas tout ce qui est logistique. C'est top. C'est top, mais c'est fini le temps aussi. Et surtout stop. Merci. Merci Charlotte. Alors, je vais passer la main et la voix au panel. Donc, Julien, si tu veux commencer, on refait le tour. Moi, je suis assez impressionné par ta présentation. C'est clair, t'es hyper légitime, tu viens du domaine. Le seul truc, c'est que j'ai enfin compris que ta boîte, c'est un agrégateur de catalogue. En fait, moi, quand j'ai browsé ta presse et quand je t'ai écouté au début, on a du mal à comprendre ce que tu fais. Tu vois, ça vient un peu tard. Positionne-nous dès le début. Dis-nous ce que tu fais. Et après, OK, tu peux dérouler le marché de la mode. Perds pas trop de temps sur à ouvrir des portes ouvertes. Tu vois, le coup écologique de la mode, je crois que tout le monde a bien compris maintenant. Ou l'explosion de seconde main. Non, c'est super intéressant. Après, effectivement, c'est qui est toute jeune, mais donc tu surfes sur la tendance et tu proposes un méta moteur et on peut venir avec ces images et trouver des fringues similaires en seconde main. Ouais, ça fait sens, quoi. Et un business pas ambitieux. Non, j'ai pas grand-chose de négatif à dire, si ce n'est qu'il n'y a pas de chiffre de traction, mais bon, t'es tout au début, quoi. On va essayer d'en avoir le plus tôt possible. Je rejoins un peu Julien, j'ai mis 4 minutes sur les 5 à me demander, mais juste pourquoi tu fais ça? Tu as un marché super crowded, tu n'as aucune chance. In fine, je finis par comprendre que en fait, tu as une feature intéressante, un peu différenciante, mais du coup, je me pose la question de est-ce qu'il faut vraiment que tu développes une app et que tu te battes pour aller chercher du download alors que tu es plutôt une feature que tu devrais vendre à toutes ces marketplaces qui, elles, sont capables d'avoir du trafic et qui ont déjà du trafic. Ça c'est juste une réflexion un peu stratégique que tu dois te poser. Tu vois, Techimetrix, en fait, si tu te lances dans le lancement d'une app, ça va être le coût d'acquisition, le nombre de downloads, 500 downloads, je ne sais pas en combien de temps tu les as obtenus, mais c'est quand même pas non plus… Oui, non, ça fait 2 mois que je me suis lancée, donc là, clairement, c'était sans com. Je me rends compte que ce n'est pas énorme. Ouais. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tes 500 downloads, c'est ton nombre de downloads quotidiens, en fait. Hein. Donc, c'est une course vraiment infinie à l'acquisition de prix. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon combat. Mais sinon, après, effectivement, tu ne présentes pas trop mal, mais je ne suis pas du tout convaincu par que c'est ça qu'il faille faire. Du coup, mon conseil pour toi serait de te donner des objectifs à court terme, en te disant, si je veux me lancer dans cette démarche de lancer une app, il faut que j'ai atteint ça comme métrique dans 3, 6, 12 mois, j'en sais rien, ça c'est à toi de définir, mais que tu aies un raisonnement de roadblock en disant, si je n'ai pas réussi à atteindre ces objectifs-là, il faut que je pivote, il faut que je trouve autre chose, parce qu'a priori, tu as peut-être une techno qui a l'air d'être un peu différenciante. Et pour rebondir sur le point de l'app, c'est vrai qu'on réfléchit aussi à essayer de développer une version web potentiellement pour aussi être mieux référencé. Et là, du coup, on va lancer un petit BSR pour essayer justement assez rapidement d'accélérer un petit peu notre développement avant l'été. Et donc, on va aller chercher 150 000, notamment pour la version iOS et la version web de l'app. Ça va être chaud, oui. Super, merci Charlotte pour le pitch. Je rejoins Julien et Fiades sur la conclusion. Enfin, effectivement, tu as un parcours avec ton associé qui est ultra légitime et qui nous laisse à penser que s'il y a une opportunité à saisir pour que vous montiez une boîte sur le sujet. Je pense que ce serait plus simple de se dire que les acteurs actuels, ils sont concentrés et ils ont fait le taf sur la partie vendeur, mais en gros, il leur reste un gros challenge sur la partie acheteur. Et moi, je fais pas mal de deals dans l'adtech et c'est pareil, hein, tu as des PSP, des DSP, des acteurs qui sont là pour vendre l'inventaire et il y en a qui sont là pour aider les gens à le créer.
Donc, voilà, je pense que c'est effectivement intéressant qu'à ce stade du projet, tu te laisses ouverte la porte du B2B et te concentrer sur le produit et la tech. Moi, j'ai vu des boîtes comme Lizzy, hein, clairement, qui étaient parties sur un sujet B2C et qui se sont réorientées. Il y a une opportunité. Et après, sur le modèle, il est assez évident. En gros, tu vas ponctionner une petite part de l'achat. La question qu'on se pose, mais c'est trop tôt pour le dire, c'est peut-être qu'avec l'expérience que tu as chez Vestiaire Collective, IP et autres, tu as des premières estimations, mais moi, je me demande comment tu t'y retrouves par rapport au CAC, quoi. Donc ce serait intéressant de voir si j'avais un truc à creuser, c'est creuser un peu avec toi les hypothèses du modèle, quoi. De voir sur quel panier moyen tu pars et voilà comment on peut challenger ensemble le CAC. Ce seraient mes principales questions. Mais voilà, comme dit, on a un stade très, très early. Si jamais je pense que tu manques pas de contact, mais je serais ravi de t'orienter vers quelques investisseurs du secteur assez connus. Alors, ils veulent faire autre chose que de la mode hein, pour beaucoup qui en ont bouffé. Mais je pense qu'il y en aura quelques-uns qui seront intéressés de te partager quelques noms à contacter avec grand plaisir. Merci beaucoup, avec grand plaisir aussi. Je suis un petit peu entourée, mais clairement, je pense que je gagnerais à être encore mieux entourée. C'est le challenge de nos débuts. J'enverrai un petit mail à Félix avec quelques noms et puis libre à toi de me dire s'il y a un contact qui t'intéresse. Super, merci beaucoup. Pour le CAC, pour l'instant, en tout cas en termes de métriques, comme on n'a pas fait de pub, on n'a pas vraiment de CAC, c'est que de l'organique. Mais du coup, on est sur un panier moyen pour l'instant à 35 €, en sachant que là, on était vraiment très grand public parce qu'on avait d'abord intégré eBay. Mais l'idée avec Vestiaire qu'on vient d'intégrer aussi, là, ça va être d'aller plutôt taper sur des paniers moyens un peu plus élevés, en sachant que le panier moyen de Vestiaire, après, c'est très luxe, mais il est à 350 €. C'est encore autre chose. On a cherché entre les deux. Et juste une petite question, ça m'intéresse un peu quand même, c'est quoi le why? Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure, enfin, au-delà de la peine voilà, je vais créer la méta-plateforme parce que difficile pour l'utilisateur de s'y retrouver. Enfin, en gros, il y a, même sur l'achat de première main, tu as plein de marketplaces, tu as plein de sites de marque. Bon, c'est pas une peine hyper évidente, donc pourquoi vous le faites Après, le why, nous, on a vraiment envie de se dire qu'on veut encourager plus de gens à choisir la seconde main, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs, justement, beaucoup de personnes qui vendent, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas forcément encore les services les plus simples qui soient. Donc ça, c'est notre ambition derrière. Après, au fond, moi, ce qui me motive, clairement, c'est qu'en fait, pour moi, la mode, c'est aussi plein de choses positives. C'est un moyen de prendre confiance en soi, de se sentir bien, etc. Là, c'est la version longue, je vais faire la version courte, mais j'ai fait mon lycée au Cambodge, j'ai débarqué dans le 16e à Paris, après en prépa, et en fait, j'étais un ovni. Je ne connaissais pas le concept de la mode, et en fait, ça m'a permis quand même, je me suis rendu compte de trouver, en fait, de prendre les codes, en fait, et puis de m'habiller. Ça m'a fait plaisir, et j'ai appris à prendre confiance en moi à ce moment-là. Et en fait, je trouve que juste, il y a un vrai truc positif avec la mode et que c'est vraiment dommage de voir combien ça pollue et combien on ne veut pas non plus, dans un monde écologique, se passer de ça. Et pour moi, la seconde main, c'est vraiment l'alternative qui devrait être plus choisie et qui pourrait l'être, je pense, s'il y avait plus Commence peut-être, je t'interromps, pardon, commence peut-être par cette histoire. Honnêtement, est-ce que ça doit être l'intro de ton pitch? Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut que tu surfes sur le fait qu'il y a un marché en ce moment, qu'il y ait des limites, qu'il y a des trucs que les gens ne savent pas faire, et que toi, tu as une valeur ajoutée très précise, que tu fais vraiment super bien. Moi, j'ai juste peur, Philadelphie, que c'est un peu la réflexion. On est tous en train de réfléchir en même temps, là, mais c'est peut-être lié à la maturité du projet. Mais en gros, le sujet de la méta-plateforme, je le trouve hyper simpliste par rapport à tout ce que tu voudrais faire pour ta mission, qui est en gros de faire en sorte que la seconde main soit favorisée, quoi. Et en fait, comme il n'y a pas de méta-plateforme sur la première main où c'est juste des tools de gens un peu geeks de la mode, je me dis, en fait, moi, ce que j'aurais envie, si on avait une heure ensemble, en fait, c'est de creuser, mais en fait, c'est quoi tous les produits que vous avez imaginés pour ça et comment, parce que juste la peine de trouver ou simplifier l'achat,
me semble un peu limite. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres barrières, tu vois, à Ouais, l'achat carrément. que tu Bah, n'évoques pas là. il y en a Mais une, effectivement, à ouais. laquelle je pense que je n'ai pas évoquée, que j'aurais peut-être dû, mais Je c'est vais, aussi. je, je vais devoir vous couper, je suis vraiment désolé parce que sinon on mange du temps sur notre dernier pitch. Donc on va laisser Stéphanie, mais j'adore les discussions. Donc voilà, comme a dit Merci à Philadelphe, tu tous. peux évidemment postuler à l'incubateur HEC. Il n'y a pas de souci, on pourra discuter là-bas tous ensemble. Merci. Mais merci Charlotte, merci au panel encore une fois. Et donc voilà, on se prépare pour notre dernier pitch. Donc Stéphanie, de Oli à Oli, je te laisse la place et la voix. Tu peux partager ton écran et une fois que tu me dis go, je lance le chrono. Ça marche, bonjour à tout le monde. Alors, je voulais dire à David que nous sommes accompagnés par Angel Square déjà. Ouais, je sais, heureusement. Ok, donc en fait, le On s'est jamais roadshow, croisés, mais... ouais, on va le lancer très rapidement. Là. On est, j'espère, à peu près prêts. C'est vous qui allez nous le dire. François est chaud, t'inquiète. Ouais. Ça marche. Je mets en plein écran. Alors, donc, Oli Oli, c'est une solution pour apprendre les langues aux enfants de 3 à 12 ans. Alors, qui n'a jamais rêvé parler plusieurs langues et qui n'a jamais rêvé que ses propres enfants parlent plusieurs langues? Nous, aujourd'hui, on a l'ambition, pas de faire une application pour apprendre les langues, mais de devenir un jeu permettant aux enfants d'apprendre les langues sans s'en rendre compte. Dans le monde, il y a à peu près 2 millions d'enfants et malheureusement, il y a peu de pays qui permettent à ces enfants en dessous de 8 ans d'apprendre correctement à parler une langue étrangère. On se rend compte également que les langues, ça favorise l'employabilité future. Et on sait que les enfants adorent le numérique et tous ont les mêmes prédispositions à parler les langues avant 8 ans. Les parents sont conscients de tout ça et recherchent des solutions qui sont efficaces et qui permettraient justement à leurs enfants de parler l'anglais, de parler l'espagnol, de parler le chinois pour avoir un coup d'avance et leur préparer à l'avenir. Alors, il existe des players sur le marché comme Babel, Duolingo, Open Classroom, mais qui sont fités clairement pour les adultes, avec un contenu de qualité tout à fait, mais eux, ils ont recours à la traduction, alors que pour les enfants, apprendre une langue, ça doit s'apprendre comme la langue maternelle, sans jamais avoir recours à la traduction. Donc, on se rend compte que ce n'est pas fité pour les enfants. Il existe des jeux type Fortnite, type Toca Life. Les enfants adorent ça. Ça les rend complètement addicts. Mais le problème, c'est qu'ils n'appellent rien. Donc, on voit quelques players qui commencent à émerger, à faire des belles séries C, principalement avec des fonds étrangers. Donc, on se rend compte que ce marché de la tech est en plein boom avec l'effet post-Covid, en pleine ébullition, avec une prévision de marché à 500 milliards en 2025. Donc, tout est en train de bouger et je dirais que c'est maintenant qu'il est important de prendre le tournant. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un produit inclusif qui démocratise l'accès aux langues, un des produits les moins chers du marché, je vais vous en parler, qui favorise l'égalité des chances. On a réalisé 3 ans de R&D sur plus de 200 enfants, in situ, sur des vrais enfants, pour tester la méthode, entouré de chercheurs linguistes et de professeurs de langue. Et clairement, je vous leur dis, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre les langues dans les mains de toutes les familles. Ce qu'on propose, c'est de la reconnaissance vocale intégrée à la solution qui est limitée, c'est du micro-learning, limité à 5 minutes par jour où l'enfant va apprendre 3 mots ou 3 phrases, qui favorise l'ancrage mémoriel. Et on a intégré de l'adaptive learning qui permet à chaque enfant d'avoir son propre parcours d'apprentissage et d'être tout le temps dans une posture de réussite pour justement qu'il continue à s'amuser et débloquer un petit peu les freins à l'apprentissage. Oli Oli, c'est le leader en France de l'anglais pour les enfants. Aujourd'hui, on commercialise l'anglais, mais à partir d'avril, on va commencer à commercialiser l'espagnol. 3 mois plus tard, le chinois et fin d'année, donc le français. C'est abordable puisque c'est à partir de 4,99 € par mois et on propose une semaine d'accès gratuit à toutes les familles qui veulent l'essayer. On a plus de 20 000 exercices disponibles dans chaque langue et c'est 9 niveaux distincts d'anglais.
Rapidement, 350 000 utilisateurs ont déjà testé la ressource et aujourd'hui, on a plus de 13 000 utilisateurs payants. On a un pendant de Oli Oli for Family qui s'appelle Oli Oli for School qu'on a développé avec Bordas. On a conçu le contenu ainsi que la ressource et Bordas est en charge de la distribution et de la commercialisation. Une minute. Qui est à peu près dans 300 classes aujourd'hui. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on atteint en janvier les 100 000 euros de revenus. On a fait entre 2020 et 2021 420% de croissance, 13% de croissance lissée en moyenne. Et ce qu'on essaye, c'est justement aller chercher entre 3 et 5 millions d'euros. On a prévu justement d'enrichir l'application un peu plus tech en ajoutant des algorithmes et encore plus de gamification pour que les enfants restent à l'intérieur de l'application. Et voilà, on est 2 cofondatrices et aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes et ce qu'on veut faire, c'est révolutionner le marché de l'application des langues pour tous les enfants du monde. Merci, il restait 2 secondes, donc c'est parfait. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais laisser le panel prendre la parole. Philadelphe, si tu veux démarrer. Ouais, alors moi je suis pas trop expert en marché, donc là avant de te faire commentaire, j'ai plutôt envie de te poser la question de tu cherches combien pour faire quoi? Alors je cherche conclue un peu ton pitch, du coup. Je cherche entre 3 et 5 millions pour justement investir dans du marketing digital, pour pénétrer le marché des États-Unis, pour commencer à vendre justement de l'espagnol et du chinois. Et scaler évidemment en Europe l'application en anglais et les autres langues évidemment. Ok, donc moi j'ai plutôt apprécié ton slide sur ton web de conversion. Maintenant, ce qu'il faut avec ces hypothèses, il faut beaucoup plus de chiffres et de métriques sur tes coûts d'acquisition actuels, tes hypothèses chiffrées pour qu'on puisse se dire, ok, si je mets 3 millions dans la machine, oui, ça va générer tant, parce que tu as un peu d'historique. C'est vrai que j'aurais pu parler du ratio LTV sur CAC qui est de 3. On a une LTV de 67 € et un CAC à 22. Mais ça, c'est ultra intéressant. Enfin, pour moi, oui, mais alors je vais dire en 5 minutes. Non, complètement. Moi, je suis pas d'accord. En 5 minutes, tu pourras dire que ça, en fait. Si tu avais 10 secondes, ton pitch, c'est ça. Tu vois. Après, moi, je suis pas trop un grand spécialiste de ça, donc ça a l'air d'être bien. Après, tu manques un peu de dynamisme. Honnêtement, ton pitch, c'est pas le meilleur pitch de la soirée en termes de style. Tu pourrais rythmer un peu plus, tu pourrais avoir un message un peu plus impactant sur parce que vous avez fait des trucs ultra cool. Tu pourrais rythmer un peu tout ça. Mais sinon, par contre, moi, sur ce que vous avez fait, c'est bien. Je comprends la tendance de marché. Maintenant, ouais, je ne suis pas le plus expérimenté pour commenter. Parfait, merci. Julien ou David, comme vous le souhaitez. Vas-y, démarre, Julien. Je pense que j'ai trouvé ta présentation assez claire. Tu as de l'attraction, tu as des beaux partenariats que tu mentionnes, tu as une équipe, tu as une grosse équipe. Il manque des chiffres, il manque effectivement le détail les unit economics, le NPS de tes utilisateurs, la satisfaction, le taux de churn, qu'on comprenne un peu comment les utilise l'application et comment ça va scaler. Mais sinon, non, c'était très convaincant, je trouvais. Stéphanie, il y a un truc qui m'a surpris un peu dans ta présentation, parce qu'on pourrait venir sur tes chiffres. Parce que si tu me dis que tu as 13 000 subscribers à 4,5 €, à mon avis, tu es sur un MRR qui est un peu différent des yearly revenus que tu m'as présenté. Alors, ouais, en effet. Ce que je dis dans l'application, je ne sais pas si vous voyez mes slides. Ouais. Attendez, je n'arrive pas à revenir. Vous voyez tes slides? Je ne peux pas remonter, je ne sais pas pourquoi. Okay. Attendez, je vais me mettre sur la slide. Alors, en effet, je dis que c'est à partir de 4,99. On ne la voit pas là. Ouais, je vous partage tout de suite. Je dis que c'est à partir de 4,99, d'accord? Si on s'engage sur un an, c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter l'application pour un mois va payer 9,99. Quelqu'un qui a 2 enfants va payer 15,99 par mois.
Ouais, très bien. Juste, reviens sur la slide d'avant. C'est celle-là qui me perturbe, là. Je sais Parce pas pourquoi qu'on est ça d'accord, marche. les 100K de revenus, tu fais 100K de revenus récurrents Alors, non, je fais 100 K de chiffre d'affaires, d'accord, et je fais sur un mois. sur un mois, tout à fait. Oui, Mon ok. MRR, c'est différent, Oui, c'est oui, récurrent. ouais. Je suis à peu près à 65 000 de MRR en janvier. D'accord. Non. Vraiment, enfin, faudrait que je la revoie tranquillement, mais vraiment très sûr. Enfin, la slide est mal faite. Ouais, Faut sur qu'on le la vrai refasse. deck, Mhm. où j'ai une vingtaine de slides, Ouais. j'ai les deux. C'est-à-dire j'ai le MRR et j'ai le chiffre d'affaires. Ok. Non, mais là, sur celle-là, on lit mal et on a l'impression que tu fais. Enfin, bref, il y a un truc, comme on parle d'yearly revenus et les chiffres que tu mets en évidence, c'est 80K et tout. On ne sait pas si tu as fait 80, 100K sur une année ou alors que c'est ce que tu fais par mois. Et donc, c'est hyper perturbant parce que je pense que, je ne sais pas si je suis le seul à être resté là-dessus, mais une app B2C qui en France fait 100K de revenus, c'est quand même pas mal du tout. Et donc ça laisse à penser que tu as toutes les cartes pour aller faire ta levée de 2-3 millions. Mais moi, cette slide, elle m'a hyper surpris et voilà, il faut qu'on C'est faut celle-là? qu'on la rebosse. Ah ouais, faut qu'on la rebosse. C'est quoi le montant de. Ouais. Bah, tu vois, là, en fait, tu parles de 80K en 2019, 130 000 en 2020, En fait, 600 000. Ok, ouais. Bon, bref, pourquoi tu utilises une on la échelle rebossera logarithmique? ensemble. Tu vois, Hein? 80% de croissance, ça ressemble pas à ça graphiquement, tu vois. Ouais. Non, non, mais Pas alors ce du que tout. j'ai fait, non, non, mais l'échelle est complètement, j'ai envie de Bah dire, ouais, mais c'est pas bon, ça. trompée. Mais Ouais, mais non, ça te c'est dessert, c'est ouf. impossible. C'est impossible de montrer 80K de revenus en Bah, je sais, 2019 ouais, versus 120 ouais. millions. Non, Ça mais ressemblerait à rien. tu vas revoir ça avec François, parce qu'elle va pas du tout, celle-là. Elle C'est va pas vrai? du tout. Ouais. Bah ouais. Non, c'est pas Donc, on possible. termine, on clôture Voilà. l'année 2021 avec 600 000 euros de chiffre d'affaires, mais en effet, on enregistre 100 cas de revenus en 2022 janvier. Bon, résultat, ça m'a pas permis de poser la question, mais enfin, le sujet en fait que j'ai eu en préparant avec François, notamment à distance, ce sujet, on a eu beaucoup d'investisseurs qui sont des parents et qui disent, mais c'est super, moi j'ai trop envie qu'ils apprennent plein de langues, mes enfants. Mais en gros, l'utilisation du numérique pour l'apprentissage des langues, à un moment où on dit que le numérique, faut quand même réduire, et surtout sur les enfants, les petits-enfants de moins de 10 ans. J'ai l'impression que ça a été une des principales questions en fait, que j'ai eues pour du business angel qui met 200-500K. Alors, Voilà. ouais. Donc, Alors, David, nous, c'est limité à 5 minutes par jour parce qu'on ouais, prône un usage raisonné des écrans. C'est-à-dire que l'écran, du moment où il est utilisé à une fin intelligente, pourquoi en couper l'enfant puisque c'est aussi son futur? Donc, bien nous, en sûr. 5 minutes, au bout de 5 minutes, l'enfant, il n'a plus rien à faire dans l'application. Il va rendre la tablette ou le téléphone puisqu'il a terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc, et en plus, on travaille, notre solution, c'est du micro-learning. C'est 5 minutes pour favoriser l'ancrage mémoriel où l'enfant apprend 3 mots, 3 phrases. Au bout de 5 minutes, on a fini. Voilà, on passe à autre chose, quoi. D'accord. Et je pense que tu vois ça, votre connaissance pédagogique, tu vois, dans des boîtes deep tech, on parle de R&D. Toi, tu t'as parlé vite fait de R&D, mais c'est une barrière à l'entrée et puis ça montre l'efficacité de solutions de d'e-learning aujourd'hui versus celles qui se sont lancées il y a 10 ans. Je pense que ce sera intéressant de le mettre plus en avant. Et je rejoins le point de Philadelphie. Là, on va pitcher les VC. Ça va être hyper important de mettre bien en évidence dans tes slides des ratios clés. Et d'ailleurs, ça, on va pouvoir en Non, discuter. non, mais ils y sont, hein. Dans mes 20 slides, j'ai tout. J'ai le Ouais. blended CAC, j'ai tout. Super. J'ai toutes les Bah, tailles. impeccable. Ah ouais. Impeccable. Alors, je ne sais pas si je vais tout montrer dès le départ, puisqu'on m'a dit qu'il ne faut pas non plus tuer la curiosité des investisseurs. Mais Non, mais il y aura quelques chiffres clés à mettre en avant. Et puis, dernier point, et sur la partie énergie, je pense qu'en fait, ce qui fait défaut, c'est qu'on n'apprend pas trop à te connaître. Et ça peut se faire en 20 secondes en te présentant. Et ça, 20 secondes au tout début pour te présenter et présenter un peu ton parcours et pourquoi t'as lancé une application de learning. Ça fait toujours du bien à entendre au début pour créer un peu ouais. d'émotion et de connexion, quoi. Voilà. Alors, j'ai Et les failli parler retours. de la genèse, mais le problème, c'est qu'après, ça ne rentre pas en 5 minutes. Mais Donc, t'es pas soit obligé on de peut rentrer dans entendre le l'historique, tout. hein. 20 secondes, c'est elevator pitch, c'est qui Stéphanie Bourgeois et pourquoi tu as lancé Oli Oli, ça peut très vite être fait. Voilà pour moi. Marche. Parfait. Bah, merci à tous. Donc voilà, c'était nos 5 startups. Bah, écoutez,
Si, c'est un message évidemment aux pitchers. Je vous mettrai en contact avec le panel, les différents membres du panel s'il y a un échange qui doit se faire. Et je vais clôturer cette troisième session en vous remerciant tous. J'espère que vous avez tous appris des bons feedbacks sur le pitch et aux spectateurs aussi, vous avez reçu des petites leçons pour vos futurs pitchs à vous. Espérons vous retrouver ici dans la 4e session. Merci au panel, merci à tout le monde. Vous l'avez compris, si vous avez besoin d'aide sur la doc juridique, Silegal est ici. Si vous voulez vous lancer votre projet, l'incubateur HEC est là pour vous accélérer. Et évidemment, on a une Square qui est là pour vous passer au prochain niveau. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite pour une prochaine session. Merci. Merci Félix, merci aux entrepreneurs. Bye.